Mon roi m'avait dit il y a 30 ans, il m'a dit « Donne au Nord, il te le rendra ». J'ai essayé de lui donner tout ce que, en effet, je lui ai donné une grande partie de ma vie, puisque j'ai un peu quitté Paris pour développer ce projet qui est très riche dans cette région, qui le méritait. Et donc, leur rendre hommage, c'est leur dire, voilà, vous venez nous écouter, mais nous allons aussi vers vous. Nous allons dans tous les lieux les plus reculés de la région pour vous convaincre que vous avez le droit à cette valeur irremplaçable qui est l'émotion. L'émotion, c'est un mot qui est souvent un petit peu comme ça employé à tort et à travers, mais certains morceaux musicaux vous soulèvent comme Aladdin sur son tapis volant. C'est-à-dire que la musique, c'est la traduction la plus poétique de la vie, avec ses souffrances, ses joies, ses voluptés, ses tristesses, ses espérances. Et elle traduit tout ça. Et la personne la plus riche comme la plus démunie est absolument à égalité devant ce mystère qui vient de l'engagement des artistes et du génie des créateurs. C'est le plus court chemin d'un cœur à l'autre. Le plus court chemin d'un cœur à un autre, oui. Voilà, c'est le livre que, comme vous le savez, j'ai écrit et qui est toujours d'actualité. Parce qu'il développe un projet. Je vais sans doute lui rajouter quelques chapitres, mais l'aventure continue, de la même façon que je souhaitais qu'elle se développe. Et si vous deviez traduire en symphonie la région Nord-Pas-de-Calais, est-ce qu'il y a une musique ou un compositeur qui pourrait transcrire en notes et en musique ce qu'est la région Nord-Pas-de-Calais, justement, cette convivialité, cette chaleur, et en même temps ce besoin de travail, le côté entre guillemets hargneux et besogneux? Je verrais volontiers Beethoven, Stravinsky et Mahler, vous voyez, avec peut-être un peu de Wagner aussi. Vous voyez. Le Sacre du printemps, il y a cette espèce de formidable énergie, comme dans la 5e symphonie de Beethoven, où on sent je dirais, le ferment de travail, de rythme, à travers des notes de musique qui sont très très suggestives. Et puis il y a aussi l'hymne à la joie, de l'espérance, dans la 9e de Beethoven aussi également, ou bien dans des œuvres de Mahler comme la symphonie Titan, où on sent des énergies extraordinaires et en même temps un regard tourné vers un passé parfois nostalgique et puis en même temps une prémonition d'un avenir qu'on souhaite heureux malgré tous les drames. Une volonté d'aller vers l'avant. Ça, on trouve ça chez Beethoven, qui est un idéaliste qui a beaucoup souffert et qui en même temps a fait confiance à la notion d'espérance. Ne pas baisser les bras, quelle que soit l'adversité. Et donc c'est vrai qu'au niveau de l'image culturelle de la région, ce qu'elle était par rapport à il y a 30 ans, par rapport à ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, dans le 7e art, dans l'image que peuvent avoir aussi les Parisiens et les autres habitants de France sur la région, ça a énormément évolué. Et je pense que le fait que vous aussi, M. Jean-Claude Cadathieu et l'Orchestre national de Lille, et cette renommée, ça a joué dans ce changement aussi de mentalité. Le regard a probablement changé. Oui. On était considérés un petit peu comme, un petit peu je dirais pas des ringards, mais enfin il y avait de la commisération. C'était pas la première région qu'on favorisait, ni au niveau de l'attention de l'État, ni au niveau d'un grand nombre de structures à bâtir. Et puis il faut rendre hommage aux gens de cette région, aux entrepreneurs, aux politiques aussi, au conseil régional, qui ont fait que, on a amené quand même le TGV à Lille, alors que le projet n'était pas de l'amener à Lille, c'était de l'amener à Lesquin. Donc on aurait été obligé de prendre des navettes, le projet du Grand Lille, Lille 2004, qui a été initié par Martine Aubry, Lille 3000 maintenant, qui est aussi un projet qui attire les Anglais, les Belges, des Allemands, les Parisiens. Je revendique d'être un ambassadeur de cette région, j'ai fait connaître notre région au Japon, je l'ai fait connaître en Amérique du Sud, je l'ai fait connaître au fin fond de la Russie. Le nom de la ville de Lille que vous portez aussi avec vos musiciens. Le nom de Lille, oui, qui est en même temps le symbole de toute la région. Parce qu'on l'appelle l'Orchestre national de Lille, mais il est régional. Il a visité plus de 250 villes ou communes dans la région. On fait en moyenne entre 6 et 7 000 km par an
pour porter la musique dans les lieux où elle peut dignement être entendue. Et en même temps, chaque concert donné à Lille est aussi proposé dans la région. Donc il n'y a aucune différence, il y a une espèce de... Voilà, on propose à égalité d'accueil et de réception ce qu'on propose dans les places les plus prestigieuses, y compris les concerts en prison que je m'honore de faire chaque année. Oui, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces concerts en prison et de ces actions que vous menez à la fois dans les hôpitaux, les écoles? Vous savez, porter la musique partout où elle peut être reçue et essayer de permettre à la musique d'aller dans le quotidien des gens comme une nourriture à laquelle chacun a droit, c'est en effet jouer dans des lieux de prestige, parce que toute action, la plus petite soit-elle, n'est valable que si elle est faite avec le plus grand engagement et la meilleure qualité possible. C'est-à-dire qu'en prison, où j'offre 2 concerts ou 3 chaque année, que ce soit à Los ou à Sequedin, nous jouons en smoking, nous jouons avec le respect que l'on doit à n'importe quel public. Et ça nous a été... on en a mesuré la reconnaissance de ceux qui l'ont entendu, on nous en a remercié en disant vous nous avez respectés. Oui, parce que, vous savez, le premier langage musical, le premier de tous, c'est le respect des valeurs. Une noire n'est pas une blanche, une croche n'est pas une double croche. Le musicien doit traduire la pensée d'un compositeur en essayant de respecter ce qu'il a souhaité entendre. Et puis après, il y a le filtre de l'émotion, il y a la transgression positive. L'interprétation. J'ai l'interprétation sans la trahison. J'ai une devise qui est servir le compositeur et le public et les musiciens. Oser, c'est-à-dire s'autoriser parfois des transgressions positives à travers son propre filtre, donner un peu plus de rythme, un peu plus de couleur, un peu plus d'action à telle phrase musicale, transmettre aux musiciens, transmettre au public, se transmettre à soi-même également ce que le compositeur a voulu dire, et puis obtenir, parce que transmettre, ça part d'une conception, mais la conception, il faut la faire passer, il faut obtenir sa réalisation. Et je crois que quand quelque chose d'artistique, même dans la vie d'une façon générale, un projet, mais on parle d'art en ce moment et on parle de musique, à partir du moment où il y a une conception forte et une authenticité dans la démarche, mais c'est reçu par le public, quel qu'il soit. Je vous parlais des enfants de 9 ans que je voyais ce matin, mais il m'est arrivé de faire aussi des répétitions publiques pour des cadres supérieurs, il m'est arrivé d'en faire pour des gens qui voulaient comprendre comment fonctionne un orchestre, parce que beaucoup de gens vous disent « Ah bon, mais alors en dehors des répétitions, vous avez beaucoup de loisirs, vous avez beaucoup de temps, qu'est-ce que vous faites ?» C'est un peu comme notre métier à nous. Vous êtes libre, là, quand même, vous pouvez aller... Voilà. Le présentateur télé, on imagine Vous qu'il faites arrive 10 minutes rien, avant quoi. le journal. Et Oui, puis... 10 minutes avant le journal, alors que tout se passe en anticipation. C'est-à-dire qu'un journal, c'est un stress, et un stress qui doit être maîtrisé et dont on travaille tous les éléments pendant des heures et des heures. Chaque partition jouée devant le public nécessite, avant la première répétition, des dizaines, voire des centaines d'heures de travail de la part du chef d'orchestre, comme pour celui qui va présenter une grande émission. Alors tout ça, beaucoup de gens sont intéressés de savoir comment ça marche et ne se l'imaginent pas. Donc, je l'ai expliqué dans beaucoup de situations. Et ce qui est important, c'est de montrer qu'au fond, un artiste qui répète, ça veut dire qu'il recommence jusqu'à ce que ce soit bien, jusqu'à ce que ce soit mieux. Et le but d'un artiste et sa légitimité, c'est d'essayer d'être meilleur le lendemain que la veille. Donc c'est un travail idéaliste, c'est un travail de perfectionnisme. La perfection n'existe pas, mais il faut essayer de se rapprocher, comme je le dis dans la conclusion de mon livre, de l'inaccessible étoile qu'a si bien chanté Brel.